Bonjour tout le monde. Pendant ces prochaines 15 minutes, je vais vous parler d'Apache Beam. Euh, Apache Beam est quelque chose de super riche. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout couvrir en 15 minutes, mais au moins je vais essayer de vous donner les billes principales, vous présenter les notions de base, comme ça vous pouvez continuer vos recherches vous-même. J'espère que ça vous donnera envie de le tester. Du coup, je suis Souhaib Bitoni, je travaille chez Blablacar. Je suis développeur côté data. Je m'occupe de pas mal de pipelines d'ingestion de données pour les équipes data, mais aussi du Feature Store, qui est l'application qui collecte les données d'un peu partout dans la boîte pour alimenter les modèles de machine learning en feature, afin de faire des prédictions, genre détection de fraude ou pricing intelligent, des choses comme ça. Et du coup, dans ce cadre-là, j'ai eu affaire avec Apache Beam à plusieurs reprises. Apache Beam, c'est deux choses en fait. C'est un modèle et c'est un ensemble d'SDK. Déjà, c'est un modèle parce qu'en fait, c'est arrivé en 2015, en fait, suite à la publication de Google de ce papier scientifique qui présentait un nouveau modèle de calcul de traitement de données euh, en parallèle, en présentant tout un nouveau système. Ce qu'il voulait faire surtout, c'est faire face à la réalité, là où on a des use cases qui se basent sur des données massives, généralement en streaming, et qui sont désordonnées. L'objectif, en fait, c'est de, de- de résoudre les use cases qui sont autour de ce genre de données-là et donner les moyens aux utilisateurs de pouvoir gérer la définition de ce que c'est un résultat correct ou pas, de gérer au mieux les latences et d'optimiser les coûts selon leur use case. Du coup, en fait, en regardant ce qui existe dans le marché, genre Spark, Spark Streaming, Flink, Samza ou autres, ils se sont rendus compte que ça arrive jamais à couvrir tous les use cases de ce qu'on veut faire avec les applications modernes. Et du coup, ils se sont dit, il faut fournir un nouveau modèle de programmation qui donne en fait les clés de gestion de la définition de ce que c'est un résultat correct, de comment gérer la latence, qu'est-ce que c'est quelque chose qui arrive en retard ou pas, et comment optimiser les coûts par rapport au use case. Donner ces clés-là aux utilisateurs en leur fournissant cet ensemble d'SDK, leur permettant de gérer tout ça d'une manière simple. Et ce qu'ils voulaient faire aussi, c'est fournir un même modèle pour les bounded et les unbounded data. Bounded data, c'est-à-dire les données qui sont finies, les données en batch. Les unbounded data, c'est les données en streaming, en fait, c'est les données infinies. Généralement, sur les frameworks qu'on a sur le marché, il y a généralement une API pour gérer du batch, une autre API pour gérer du streaming. Avec BIM, en fait, c'est pas du tout ça, c'est la même chose, c'est le même modèle, en fait, c'est le même type de pipeline qu'on peut écrire pour faire l'un ou l'autre. Du coup, en plus du modèle, c'est un ensemble d'SDK, comme je vous ai dit. Une pipeline BIM, vous pouvez l'écrire avec du Java, mais et du coup, par conséquent, avec tout autre langage de la JVM, genre Scala ou Kotlin. Vous pouvez aussi coder votre pipeline avec du Python, du Go ou plus récemment avec du SQL. Et du coup, quel que soit le langage de programmation que vous allez utiliser, c'est quelque chose qui pourra être balancé sur un ou plusieurs moteurs de calcul distribués que vous voulez. Du coup, en fait, une pipeline Beam codée en Python, vous pouvez balancer ça sur du Dataflow. Une pipeline Beam codée voilà, Scala, vous pouvez balancer ça sur du Spark, et ainsi de suite. En fait, ça vous offre la portabilité par rapport au langage de programmation que vous voulez utiliser, mais aussi la portabilité par rapport au moteur de calcul distribué, là où vous voulez balancer vos jobs de traitement distribués, tout en étant unifié par rapport aux données de batch et aux données de streaming. En bonus, en fait, ce que j'aime beaucoup chez BIM et ce qui m'a donné envie de l'utiliser surtout au début pour faire bouger les données, c'est que ça a un panel super riche de connecteurs, de built-in IO qui viennent avec le framework. Du coup, vous pouvez lire ou écrire à partir d'un fichier Avro, balancer les données sur du Kafka ou du Kinesis. Voilà, il y a les connecteurs vers les trucs les plus utilisés. Là, j'ai juste listé ceux que je connais au moins. Il y en a que je connais pas qui sont là aussi, mais la liste elle est beaucoup plus grande que ça et tout ça, ça vient built-in dans le framework et ça c'est quelque chose qui aide énormément. Du coup, pour revenir sur l'histoire de portabilité, nous à Blablacar, généralement ce qu'on fait c'est ça. On est sur du GCP. On a utilisé BIM au début parce qu'on voulait utiliser Dataflow. Naturellement, pour faire du Dataflow, il fallait écrire du BIM. Dataflow, c'est le service managé de Google qui permet de faire du processing parallèle en fait, un peu le Spark, un peu une sorte de Spark, ouais, un peu un truc semblable à Spark ou BIM ou à Spark ou Flink ou ces choses-là. Du
Et c'était ça la base de laquelle est sorti le modèle BIM qui a été publié en 2015. Du coup, on fait du Java. Nous, on est d'énormes, de gros fans de Java. C'est comme ça que ça marche, les pipelines chez nous. Vous pouvez imaginer des use cases là où, du coup, si vous voulez rester cloud agnostique ou si vous êtes dans des use cases multi-cloud ou des choses comme ça, si vous êtes sur du Kubernetes par exemple, d'instancier des clusters Flink un peu partout et coder du BIM et le balancer sur un ou plusieurs clusters Spark, bah, où si vous êtes fan d'AWS, bah, vous pouvez faire un truc de ce genre là où vous codez du BIM et vous le balancez à EMR ou Kinesis Data Analytics. Bah, ça reste des clusters Spark et Flink à manager sur AWS et du coup c'est supporté par les runners BIM et ça marchera super bien. Du coup, dans la suite des exemples que je vais donner, je vais essayer de manipuler des paiements. Pour moi, le paiement, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'identifiant de l'entité qui va recevoir le paiement et le montant. Je vais essayer, du coup, avec ma pipeline que je vais créer, de manipuler ces paiements-là pour bah, les agréger par entité qui va recevoir le paiement, afin de créer des windows et à la fin, je vais essayer d'écrire tout ça dans mon warehouse. Dans les exemples, ça sera du Java, mais ça sera relativement simple, du coup, ça sera compréhensible, j'espère. Les pipelines BIM, c'est du coup des DAG, là où les étapes, c'est des transformations. Les données qu'on est en train de manipuler dans nos pipelines, ça s'appelle les P-collections, pour dire des données parallèles en fait. Bah, du coup, en fait, les P-collections, elles vont transiter tout au long de nos pipelines. On va appliquer des transformations sur les P-collections. Bah, ces transformations-là, bah, elles vont sortir en résultat d'autres P-collections et du coup on peut construire notre DAG et écrire les résultats à la fin comme on veut. Un exemple d'une pipeline BIM, c'est ça. Là, du coup, je crée une pipeline avec les options en entrée. Bah, les options, ça peut être par exemple l'URL de votre Kafka, là où vous voulez lire les données, voilà, l'URL de votre voilà, BigQuery, là où vous voulez écrire à la fin, et ainsi de suite. Du coup, là, je crée une pipeline avec les options qui sont passées en paramètres. Je vais lire de PubSub, c'est un outil de messagerie sur GCP, c'est l'équivalent de Kafka. Du coup, je vais lire des messages en temps réel et je vais lire ça en Avro. BIM, il va se débrouiller pour comprendre les schémas et créer à la fin, du coup, un P-collection de paiement. Du coup, c'est ce que je vais recevoir du coup, comme résultat de ma transformation. Et du coup, juste après, je vais prendre mon P-collection qui est paiement et je vais lui appliquer du coup une transformation d'écriture dans BigQuery. Du coup, je vais écrire les résultats dans mon warehouse, bah, du coup, dans une certaine table. Euh, Voilà, BIM, il va s'occuper des schémas en entrée, il va s'occuper des schémas de sortie. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité de BIM. Et du coup, j'ai déjà ma pipeline qui est prête. Pour les transformations qu'on peut appliquer sur les P-collections, il y a deux types. Il y a les core transforms, il y a les transformations composites. Les core transforms, bah, vous avez Pardot, qui est l'équivalent du map. En gros, vous pouvez mettre du code métier dedans. Vous voulez coder ce que vous voulez dedans, en fait, pour transformer les données avec votre code métier. Mais il y a du combine, flatten, partition, voilà, il y a tous ces core transforms que vous pouvez utiliser. Il y a les composite transforms qui, bah, en fait, qui agrègent plusieurs core transforms. Du coup, les SDK ils fournissent déjà certaines composite transforms déjà faites, mais vous pouvez créer les vôtres si vous voulez les réutiliser. Bah, du coup, si on prend notre P-collection de paiement, moi ce que je veux faire là, c'est à partir d'un paiement, je veux créer un objet clé-valeur, là où la clé c'est l'entité qui va recevoir le paiement. Et la valeur, c'est du coup le paiement lui-même. L'objectif après, c'est de faire un groupe by l'identifiant. Du coup, ce que je vais faire, c'est bah, du coup, je prends le paiement qui est mon P-collection que j'ai reçu via PubSub. Je vais lui appliquer un Pardot. Comme je vous ai dit, c'est une sorte de map là où je peux mettre mon code métier. Quand je crée un Pardot, en fait, il faut redéfinir une méthode avec annotée par addProcessElement, comme vous voyez en vert juste en bas. Et du coup, je vais recevoir dans cette méthode-là le paiement, qui est l'élément. En fait, du coup, je vais appliquer des transformations de streaming sur tous les éléments qui vont rentrer. Bah, du coup, ce que je vais faire là en output, en fait, à chaque fois, je vais recevoir un élément et en output, je vais fournir un objet clé-valeur, là où la clé, c'est le payment, l'identifiant de l'entité qui a reçu le paiement et comme valeur le paiement. Du coup, en fait, j'ai reçu un P-collection en entrée de paiement et j'ai sorti en résultat un P-collection de clé-valeur, là où la clé, c'est l'identifiant de l'entité qui a reçu le paiement et comme valeur le paiement lui-même. Euh, du coup, voilà.
une autre fonctionnalité qui est super intéressante dans Beam, c'est le windowing. Il y a aussi le triggering dont on va parler juste après. Et c'est ce qui fait en fait la force de Beam, c'est sa manière de gérer les windows et sa manière de gérer les triggers. En fait, ça vous donne la possibilité d'avoir du windowing évolué par rapport au temps de processing des events et de gérer des triggers. Comme ça, vous pouvez lire du coup des données en retard ou sortir des résultats intermédiaires et ainsi de suite. Et du coup, en fait, ça vous donne la possibilité de gérer la définition de ce que c'est un résultat correct vous-même. C'est ça les outils qui font la force de ce modèle-là. Pour les windows, vous avez plusieurs types. Là, j'ai noté du coup, le fixed time Windows. Du coup, c'est des windows qui ont une taille statique. Les sliding time Windows, c'est des windows qui ont toujours la même taille, mais qui se répètent tous les n temps. Et les session windows, c'est quelque chose de super parce que ça vous permet de créer des windows par rapport à des clés. Et du coup, vous pouvez suivre, en fait, vous pouvez créer des windows par rapport aux identifiants de vos utilisateurs, par exemple, ou des choses comme ça. Et du coup, ça vous permet de séparer les données par rapport à une certaine clé. Du coup, si je reviens dans mon exemple, j'ai eu au début des paiements, j'ai transformé mon pay collection de paiement en des objets clés-valeurs, là où la clé c'est l'identifiant de l'entité qui va recevoir le paiement et la valeur c'est le paiement lui-même. Et là du coup je vais essayer de créer des windows, des sliding windows de taille de 30 minutes qui se répètent toutes les 5 minutes. Du coup je vais avoir en gros des blocs de données là où je peux faire des manipulations du sort group by. Du coup là, à chaque fois, pour chaque window, je peux faire du coup appliquer sur mes résultats windowés un group by du coup pour avoir en clé du coup comme clé l'identifiant de l'entité qui a reçu le paiement et du coup comme valeur la liste des paiements qu'a reçu cette entité là pendant toute ma window. Voilà, du coup à la fin il y a les triggers. Comme je vous ai dit, ça permet en fait de gérer de gérer finement ce que vous voulez donner comme résultat. Les use cases, je l'ai déjà dit, mais ça vous permet par exemple de définir quand est-ce que vous voulez donner des résultats intermédiaires pendant votre window. Par exemple, vous avez envie de donner une vision sur comment les choses évoluent à votre client. Et du coup, avec des triggers, vous pouvez dire, mon window c'est 30 minutes, mais toutes les minutes fait une vue du résultat. Ou ça peut vous permettre aussi d'attendre des events qui sont en retard. La force des triggers, c'est que ça peut gérer les events par rapport au temps de processing ou par rapport au temps de l'event lui-même. En fait, BIM, il fait la différence entre deux choses. C'est le temps, c'est le timestamp de l'event qui est une donnée qui vient avec l'event lui-même. C'est du coup le connecteur PubSub qui va ramener la donnée en temps réel. Il va remplir automatiquement le timestamp de l'event. BIM, il fait la différence entre ça et le temps du processing de l'event, parce que l'event, nécessairement, il va être processé à un temps n plus le temps de l'event lui-même. Il y a toujours un retard entre le temps de l'event et le temps du processing, qui est le temps système des nœuds, là où il y a le traitement. Et du coup, les triggers, ça vous permet de jouer sur ces deux choses-là, en fait, pour définir comment, en se basant sur le temps de l'event lui-même et non pas seulement sur le temps du processing de l'event, de créer des résultats, même en retard, et de sortir quelque chose de correct qui, selon vous, est vraiment correct. Voilà, il y a plusieurs types de triggers. Comme je l'ai dit, ça peut se baser sur le temps de l'event, sur le temps de processing, du coup, le temps système du nœud au moment où l'event est arrivé, ou d'autres paramètres, genre le nombre d'events qu'on a reçus, ou composés, tout ça. Pour créer des triggers, on colle ça au window en fait. Là, du coup, j'ai créé un sliding window de 30 minutes qui se répète toutes les 5 minutes. Et je vais lui attacher un trigger qui se répète tout le temps. Là, par exemple, à chaque fois qu'on a reçu 100 éléments, j'ai donné un résultat intermédiaire, en gros. Ou sinon, toutes les minutes, si on n'a pas atteint les 100 éléments. Et du coup, ça va permettre, en fait, de sortir des résultats tout au long de l'exécution de mon algorithme, même au sein du window lui-même. Du coup, juste quelques retours par rapport à l'utilisation que j'ai fait de BIM. C'est dur au début, comme tout système de calcul distribué.
L'apprentissage, il peut être un peu dur au début. Du coup, les BIM essaie de faire en sorte que les choses simples soient faciles, mais que les choses compliquées soient possibles. Et bah, chez Blablacar, on est tombé généralement sur le deuxième cas, en fait, là où on essaie de faire des choses génériques, où on essaie de décrire dynamiquement dans une table ou une autre selon le type de l'event en entrée. Et voilà. Et du coup, il y a aussi, en fait, c'est un framework un peu jeune. Du coup, la communauté, le support de la communauté, il peut être un peu faible parfois, surtout que vous avez plusieurs langages de programmation supportés. Vous faites du Java, vous allez trouver la réponse en Python. Il faut être ouvert à ça. Et puis, il y a la partie test aussi qui devrait être probablement améliorée. Voilà.